J'ai travaillé autrefois sur le versant nord de l'Alaska dans l'industrie pétrolière. Notre travail nous obligeait à nous aventurer loin dans la réserve pétrolière d'Alaska, qui n'est en réalité qu'une immense étendue de toundra sauvage sur des centaines et des centaines de kilomètres. Les compagnies pétrolières construisaient de longues routes de glace en hiver qui menaient au site de forage d'exploration. Notre mission consistait à nous rendre sur place après le forage initial pour tester les formations rocheuses et évaluer leur potentiel pétrolifère. C'était mi-janvier. Le soleil n'était pas encore levé, et quand je dis que le soleil n'était pas levé, je veux dire qu'il ne s'était pas montré depuis presque 1 mois et demi. Les nuits polaires sont impressionnantes. Le site de forage vers lequel nous nous dirigions se trouvait à environ 100 km à l'ouest d'Alpine, en Alaska, en pleine nature sauvage. Notre mission avait duré 1 semaine, et nous retournions au camp pour terminer notre service et rentrer chez nous. Au début et à la fin des routes de glace se trouvent des barrières de sécurité où l'on doit s'enregistrer pour des raisons de sécurité. Il n'y a pas de réseau téléphonique et les radios ne fonctionnent qu'à courte distance. Si vous ne vous enregistrez pas à l'heure prévue, ils partent à votre recherche pour s'assurer que vous n'êtes pas transformé en glaçon. Il était environ 4 heures du matin. Non que cela importât dans ce pays de nuit sans fin. Et nous étions à mi-chemin sur la route de glace. Le trajet était lent, car la limite de vitesse sur ces routes n'est que de 40 km/h. Quelque chose est apparu sur la route dans le faisceau de nos phares. C'était un homme en jean, basket et sweat à capuche, marchant sur une route de glace au milieu de la toundra sauvage à 4 heures du matin. Il faisait moins 28 degrés dehors. Ce n'est pas inhabituel que des Inuits locaux s'aventurent aussi loin pour chasser. Peut-être que sa motoneige était tombée en panne et qu'il essayait de regagner le poste de garde. Ça semblait plausible. Il n'a pas réagi quand notre camion s'est arrêté à côté de lui. Il a simplement continué à avancer. Il ne semblait pas avoir froid. Ses vêtements, bien que totalement inappropriés pour ce temps extrême, paraissaient chauds et secs. Nous avons également remarqué qu'il n'était pas inuit, mais caucasien. J'ai baissé ma vitre et lui ai demandé s'il avait besoin d'aide et s'il allait bien. Il n'a toujours pas réagi. Il a simplement continué à avancer, le visage complètement vide, dépourvu de toute pensée ou émotion. Les autres gars dans mon camion ont suggéré qu'il avait peut-être eu un accident et qu'il était maintenant en état de choc. J'ai continué à rouler à côté de lui, tandis qu'il avançait péniblement sur la route, essayant encore d'attirer son attention. Même par ce froid extrême, je pouvais occasionnellement sentir une odeur particulière émanant de lui. Il sentait l'acide, si cela a un sens. Il y avait quelque chose chez ce type qui me faisait dresser les cheveux sur la nuque. Le gars derrière moi dans la cabine du camion en avait assez de tout ça. Il a baissé sa vitre et a tendu la main pour saisir l'homme. Il m'a dit plus tard qu'il voulait juste essayer de le sortir de sa stupeur. Mais avant que la main de mon ami ne puisse l'atteindre, ce marcheur glacé s'est retourné et s'est agrippé au bras tendu de mon pote. Il a lancé un regard furieux à mon ami, puis à moi, avec une expression de pure rage, tout en gardant sa main sur le bras de mon ami. Si les émotions avaient une température physique, ce type aurait pu faire fondre toute la toundra cette nuit-là. Mon ami a immédiatement gémi de douleur en essayant de libérer son bras de l'emprise de ce bonhomme de neige. À ce moment-là, le type a commencé à hurler dans nos visages. Il y avait tellement de rage et de haine dans ce cri, c'était absolument terrifiant. J'ai appuyé sur l'accélérateur et dérapé sur la glace pendant 1 seconde avant que les roues ne s'accrochent enfin et nous propulsent en avant. Ce type tenait toujours le bras de mon ami et essayait de le tirer hors du camion. Il courait à côté du véhicule tandis que les autres gars dans la cabine tenaient mon ami pour l'aider à rester à l'intérieur. Après plusieurs moments, cela n'a dû durer que quelques secondes tout au plus, mon ami s'est finalement libéré de cet homme et nous avons foncé vers le poste de garde qui se trouvait à une 50aine de kilomètres plus loin. Nous nous sommes enregistrés auprès des gardes
et avons signalé ce que nous venions de voir. Le garde nous regardait comme si nous lui faisions une blague, mais le protocole l'obligeait à vérifier quand même. Le bras de mon ami était douloureux, et quand il a relevé sa manche, on pouvait voir des ecchymoses notables en forme de main autour de son bras. Nous avons déposé un rapport auprès du garde, et on nous a dit de simplement retourner au camp. Aucun d'entre nous ne voulait vraiment parler de ce qui s'était passé, et le reste du trajet s'est déroulé en silence. Nous avons pris l'avion pour rentrer chez nous le lendemain. La prochaine fois que nous avons vu ce garde à son poste, nous lui avons demandé s'ils avaient jamais retrouvé ce type sur leur patrouille. Il nous a dit qu'ils avaient cherché sur cette route de glace pendant 12 heures d'affilée et n'avaient rien vu, pas même des traces dans la neige menant hors de la route. Il nous a dit que c'était une bonne blague et qu'il nous le revaudrait pour lui avoir fait perdre un quart de travail entier à conduire. Mais ce n'était pas une blague. Qui inventerait une histoire pareille ? Et qui se ferait volontairement des bleus au bras pour une farce stupide ? Nous n'avons jamais obtenu de réponse satisfaisante à ce qui s'est passé ce soir-là, et encore aujourd'hui, je me demande qui était ce type, s'il était même humain. La toundra alaskienne est un endroit étrange, et ce n'est qu'une de mes nombreuses histoires de mon séjour là-bas. Je n'aime pas les enfants. Je sais que c'est direct et sans détour, mais c'est la vérité. J'ai toujours eu de la malchance avec les enfants. Je commence à prendre de l'âge maintenant et je dois décider dans les prochaines années si je veux des enfants ou non. J'ai passé le premier semestre de cette année à essayer de passer autant de temps que possible avec mon frère et mon neveu, juste pour être en contact avec des enfants. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de garder l'enfant d'une collègue. Il y a 1 an, j'aurais refusé instantanément. Mais comme j'essayais d'être plus ouvert d'esprit concernant les enfants, j'ai accepté de surveiller l'enfant pendant quelques heures. Sans compter que j'avais besoin d'argent. J'ai été soulagé de découvrir que l'enfant n'était pas un bébé comme mon neveu. Il avait 7 ans et adorait jouer. C'est un âge amusant, du moins pour moi. Nous avons joué dehors pendant un moment et tout semblait normal. Il a commencé à pleuvoir. Alors au lieu de nous mouiller et de nous couvrir de boue, nous avons décidé de rentrer. Il a commencé à devenir un peu maussade une fois à l'intérieur. J'ai essayé de penser aux jeux que j'aimais à son âge, et j'ai pensé à cache-cache. C'était mon jeu préféré quand j'étais enfant, et je jouais même avec mes amis au lycée de temps en temps. Il a adoré l'idée. J'ai été surpris qu'il n'ait jamais joué à cache-cache avant que je ne le suggère, et j'ai dû lui expliquer les règles. Une fois qu'il a compris le jeu, il était impatient de commencer. J'ai essayé de présenter le jeu comme une sorte d'aventure pour lui donner un peu plus d'éclat. Nous avons joué quelques parties, et il a commencé à me reprocher de me cacher dans des endroits trop faciles à trouver. Quand ce fut à nouveau son tour de chercher, je suis monté dans sa chambre et me suis caché sous son lit simple. Pas la meilleure cachette, mais il n'a que 7 ans après tout. Je l'ai entendu crier. Prêt ou pas, j'arrive. Je pouvais l'entendre courir d'avant en arrière au rez-de-chaussée et je l'entendais même glousser. J'étais simplement heureux qu'il s'amuse. Quelques secondes plus tard, j'ai tourné la tête et remarqué la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Il y avait une femme à l'apparence dérangée qui se tenait simplement devant la fenêtre. J'ai instinctivement haleté et couvert ma bouche. La femme ne m'a pas remarqué. Elle se tenait juste devant la fenêtre, ne faisant rien au début. Puis elle s'est penchée et a mis ses mains en coupe contre la vitre, essayant de regarder à l'intérieur. J'étais terrifié qu'elle me remarque à cause de l'angle de la fenêtre, mais heureusement, elle ne m'a pas vu. J'ai commencé à paniquer parce que je ne voulais pas que l'enfant entre dans la pièce et soit effrayé par cette femme inconnue, et tout en moi me disait de me lever, de prendre l'enfant et de partir. Mais j'étais paralysé à ce moment-là, et le cauchemar empirait. La femme a commencé à pousser la fenêtre. Elle essayait clairement de l'ouvrir. J'ai écarté la possibilité qu'il s'agisse de quelqu'un de familier, car elle regardait régulièrement par-dessus son épaule, comme si elle savait ce qu'elle faisait et que c'était manifestement mal. La femme a donné encore quelques coups secs à la fenêtre, mais celle-ci ne bougeait pas.
Elle a regardé des deux côtés, puis elle a disparu. J'ai failli sauter de ma peau, car moins de 10 secondes plus tard, le petit garçon a sauté sur le sol et a crié « Je t'ai trouvé !» J'ai poussé un cri si fort que le pauvre enfant a sursauté. Je ne savais donc pas si cette femme était toujours dehors ou, pire encore, si elle essayait toujours d'entrer par effraction. J'essayais de réfléchir rapidement, et j'ai décidé d'emmener l'enfant prendre une glace, puisque nous étions en plein été. J'ai couru rapidement vers le garage, ouvert la porte, et conduit aussi vite et aussi loin que possible de cet endroit. Je n'ai vu personne dehors en partant, mais pour être honnête, je n'ai pas regardé très attentivement. Je sais que j'aurais probablement dû appeler la police à ce moment-là. Mais l'enfant s'amusait tellement que je ne voulais pas le traumatiser sur le champ. J'étais terrifié. Et je ne voulais pas que l'enfant ressente ne serait-ce qu'une fraction de cette peur. L'idée me traversait encore l'esprit qu'il était possible que cette femme soit une parente ou quelque chose comme ça, mais je ne voulais pas prendre ce risque, surtout après le comportement louche de cette cinglée. Quand nous sommes arrivés au glacier, j'ai immédiatement envoyé un message à la mère du garçon et lui ai tout raconté. Je regardais constamment par-dessus mon épaule, essayant de m'assurer que nous n'étions pas suivis. La mère a appelé la police, ce qui m'a immédiatement soulagé, et la mère et le policier nous ont rejoints au glacier. Nous avons expliqué à son fils ce qui s'était passé et avons simplement fait passer l'officier de police pour un ami de sa mère. Je me suis éloigné avec l'officier et lui ai donné une description de la femme. Après avoir reçu cette description, la mère était horrifiée de ne pas reconnaître cette femme du tout. Elle est allée séjourner chez sa mère pendant quelques semaines, mais depuis, ils ont emménagé à nouveau dans cette maison. Ils n'ont jamais attrapé la femme, et à sa connaissance, personne n'a jamais essayé d'entrer par effraction à nouveau. Elle a acheté des caméras pour la maison et envisage activement de déménager, car le cauchemar de cette femme est trop difficile à supporter pour elle. Des mois plus tard, elle me remercie encore tout le temps d'avoir géré cette situation aussi bien, et autant qu'elle aurait aimé que j'appelle la police immédiatement pour attraper la femme, elle a apprécié que je pense d'abord et avant tout à son fils. J'ai des cauchemars tout le temps maintenant, pensant à ce visage dérangé regardant par la fenêtre. Même si elle apprécie ce que j'ai fait, je ressens toujours beaucoup de culpabilité concernant la situation. J'ai l'impression que j'aurais dû appeler les autorités à ce moment-là. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous appelé la police? Peut-être aurais-je dû simplement confronter la femme. Je suis juste heureux que le garçon aille bien, et j'espère que cette femme ne reviendra jamais. Au moment où ils ont finalement fermé le site, et, en tandem avec une pléthore d'agences policières internationales, la DGSI avait assuré l'arrestation de près d'1 millier d'individus à travers le monde. 5 de ces arrestations ont conduit à des condamnations presque instantanées pour un certain nombre d'utilisateurs haut placés du site, portant un coût énorme au commerce de contenu d'exploitation infantile dans le monde entier. Lorsque la nouvelle qu'un nombre aussi important d'agresseurs d'enfants avait été appréhendé grâce à l'opération Gardien a été publiée, elle a été accueillie avec célébration par le grand public. Cependant, au fur et à mesure que de plus en plus de détails ont émergé et que des journalistes ont divulgué le fait que la DGSI avait poursuivi l'exploitation du site après l'arrestation de son propriétaire, l'indignation du public a été généralisée. La Quadrature du Net, qui promeut les libertés civiles en ligne, a vivement critiqué la DGSI pour avoir commis le crime même qu'elle était chargée d'arrêter. D'autres ont affirmé qu'il y avait des preuves que la DGSI non seulement exploitait le site, mais avait considérablement amélioré sa vitesse, sa navigation et son accessibilité. La DGSI a défendu cette décision, affirmant que tout ce qu'ils avaient fait était au service de leur mission globale, et a rappelé aux critiques que l'opération avait permis d'arrêter près d'1 millier d'individus dangereux, ainsi que de favoriser le sauvetage de centaines d'enfants maltraités dans le monde entier. Cependant, dans un cas, leur technique audacieuse a fait en sorte que l'un des prédateurs qu'ils cherchaient à appréhender a été libéré sans aucune charge. Le mandat de perquisition initial obtenu par les agents de la DGSI
les limitait à recueillir des informations uniquement sur le territoire français. Mais les agents ne savaient pas que leur application d'extraction de données basée sur des logiciels malveillants était conçue uniquement pour siphonner sans discrimination les données de chaque utilisateur qui visitait le site. Cela signifiait que, lorsqu'il est devenu évident que c'était le cas, au moins un individu suspect a été libéré sans inculpation après que le mandat de perquisition ait été déclaré invalide dans ce cas particulier. Pour certains, cela pourrait sembler être une erreur facile à commettre. Un raccourci par-ci, une mauvaise communication par-là. Les choses tournent mal naturellement parfois. Mais contourner les restrictions d'un mandat judiciaire est une violation extrêmement grave de la procédure judiciaire, quelque chose qu'un adjoint du commissariat de province sait parfaitement qu'il ne faut pas faire. Par conséquent, cela soulève vraiment la question. Pourquoi un agent expérimenté de la DGSI ferait-il quelque chose qui saperait manifestement une enquête aussi importante ? Maître Paul Adolphe, avocat de la défense, a affirmé qu'il avait la preuve que le berceau avait distribué 200 vidéos, et non pas 9000 images, et 13 000 liens vers des images illicites d'enfants pendant que la DGSI supervisait le site. Adolphe a étayé ses affirmations audacieuses avec des messages archivés d'utilisateurs du berceau qui commentaient fréquemment à quel point le site fonctionnait bien pendant la tenure secrète de la DGSI. En 2019, la Cour d'appel française s'est prononcée sur la question de savoir si la DGSI aurait dû exploiter le site web Le Berceau. Dans son avis sur l'affaire État contre Alain Dupont, elle a fait valoir que l'exploitation d'un site aussi méprisable pendant 2 semaines constituait une conduite gouvernementale scandaleuse qui violait la procédure régulière. La Cour a également fait valoir qu'en exploitant Le Berceau, la DGSI avait distribué ce matériel à des centaines de milliers d'individus et, ce faisant, n'avait absolument aucun contrôle sur la façon dont ces images seraient utilisées par la suite. Bien que la Cour ait déclaré que la conduite du gouvernement frôlait le scandaleux, elle a refusé de rejeter les accusations. Idéalement, ont-ils dit, la DGSI n'aurait pas dû gérer un site d'exploitation infantile pendant quelque durée que ce soit, mais qu'en même temps, et j'utilise leurs mots ici, nous ne vivons pas dans un monde idéal. Reconnaissant qu'un autre site apparaîtrait en 24 heures, la DGSI a décidé de maintenir le site, estimant que les récompenses l'emportaient par même de loin sur tout risque. Il est tout à fait vrai que l'exploitation du berceau a conduit à l'arrestation et à la condamnation, ainsi qu'au sauvetage de centaines d'enfants exploités dans le monde entier. Mais la question demeure, à quel moment les fins cessent-elles de justifier les moyens ? L'un de mes premiers souvenirs d'enfance est d'avoir fait la tournée des maisons pour Halloween dans le quartier où j'ai grandi. Je n'avais pas vraiment de costume car j'avais décidé à la dernière minute de rejoindre mon grand frère. J'étais terrifié à l'idée de tous ces petits monstres qui se promèneraient dehors, mais cette peur a été progressivement et finalement surpassée par la promesse d'une énorme récolte de bonbons. Ma mère a utilisé un peu de maquillage qui lui restait pour me peindre le visage comme un squelette, puis j'ai porté un sac poubelle déchiré, comme si j'étais une sorte de goule des ordures. Je devais avoir l'air plutôt ridicule comparé à certains autres enfants dans leurs costumes de Batman et Superman, mais ça ne me dérangeait pas vraiment. Tout ce qui m'intéressait, c'était d'obtenir ma part équitable de bonbons. Et mon Dieu, il y en avait beaucoup. Mon frère avait 13 ans à l'époque. Alors il a accepté de m'accompagner, moi qui avais 9 ans, dans le quartier, avec lui et ses amis du collège. Je n'arrivais pas à croire que j'avais été si effrayé par tout ça. Parce qu'être dehors, frapper aux portes et montrer nos costumes était l'une des choses les plus amusantes que j'ai jamais faites de toute ma jeune vie. Les gens nous donnaient des tonnes de bonbons et pas seulement des bonbons. Ils nous donnaient toutes sortes de choses. À une maison où nous avons frappé, je crois que c'était le dentiste de la ville, ils nous ont tous donné des brosses à dents, puis se sont délectés de nos regards déçus avant de révéler qu'ils plaisantaient et de nous donner de vrais bonbons. Un autre endroit nous a offert des mini-bandes dessinées de Petit Nicolas. Mais à un moment donné,
un homme m'a dit d'ouvrir mon sac à bonbons, puis y a laissé tomber quelque chose de petit et blanc avant de s'éloigner. Je ne savais pas qu'Halloween était comme Noël, juste plus effrayant, et le temps que mon frère et moi rentrions à la maison, je pense que c'était rapidement devenu ma fête préférée. La chose suivante dont je me souviens, c'est notre mère nous demandant de vider nos sacs de bonbons à chaque extrémité de la table de cuisine. Son plan était de prendre environ les 3/4 de ce que nous avions récolté et de le mettre quelque part en sécurité afin que nous ne puissions pas nous plonger dans un coma diabétique. Mais peu après avoir vidé mon sac sur la table, maman est venue pour partager le butin, a jeté un coup d'œil à mes bonbons et a immédiatement commencé à paniquer. Elle n'arrêtait pas de pointer cet objet particulier et de me demander « Chérie, où as-tu eu ça? Qui t'a donné ça ?» Puis, quand je lui ai dit que je ne savais pas, elle n'a pas cessé de me crier de réfléchir davantage, que je devais me rappeler qu'il avait mis dans mon sac. Je me souviens d'être devenu contrarié et d'avoir commencé à pleurer, puis d'avoir pleuré encore plus fort quand ma mère a décroché le téléphone et a dit à l'opératrice de la mettre en contact avec la police parce que, selon ses mots, c'était une urgence. Maintenant, 30 ans plus tôt, quand ma mère avait environ mon âge, tous les enfants de la ville où nous avons grandi faisaient la tournée des maisons à Halloween. Une petite fille est sortie avec ses amis mais n'est pas rentrée chez elle avec juste un sac plein de bonbons. Elle est revenue avec une petite poupée blanche cousue à partir de chiffon. La mère de la fille n'y a pas prêté attention et a laissé sa fille garder la petite poupée blanche, mais quelques jours plus tard, il y a eu un incident dans un parc public. La mère de la fille l'a emmenée au parc, un endroit avec un bac à sable et une structure de jeu, et pendant que ses enfants jouaient avec les autres enfants, elle a engagé une conversation avec une autre mère. Tout ce temps, un homme s'appuyait contre la clôture entourant les jeux. La dame a supposé qu'il devait être le père de l'un des enfants, peut-être même le grand-père, regardant simplement jouer ses enfants ou petits-enfants avec tous les autres. Mais ensuite, alors que la mère regardait, elle a vu l'homme attirer l'attention de sa fille, l'appeler vers la clôture, puis commencer à lui parler. Encore une fois, tout cela semblait parfaitement inoffensif. Mais la mère a vu l'homme qui portait un long manteau, un chapeau et une écharpe couvrant partiellement son visage, tendre la main et demander celle de sa fille. La mère a regardé sa petite fille donner la main à l'homme, et puis quand l'homme s'est penché et a semblé commencer à sentir la main de sa petite fille, elle s'est dirigée vers eux pour intervenir. Elle a dit à son enfant de s'éloigner de l'homme étrange, puis a commencé à lui demander ce qu'il faisait à parler ainsi aux enfants. L'homme n'a pas dit un mot. Il s'est simplement retourné et est parti avant que la mère ne puisse réellement le confronter. Naturellement, la mère voulait savoir ce que l'homme avait dit à sa petite fille, mais quand elle lui a demandé, la réponse qu'elle a obtenue a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponse. Tout d'abord, la petite fille a dit qu'elle ne comprenait pas ce que l'homme lui disait, mais quand sa mère lui a demandé comment elle savait qu'elle devait s'approcher et donner sa main à l'homme suivant ses directives, elle a paru très confuse, puis a dit qu'elle ne savait pas. La fille a également dit que lorsqu'elle avait tendu sa main à l'homme, il ne l'avait pas reniflé comme sa mère le pensait. Au lieu de cela, il lui avait dit quelque chose que, encore une fois, la petite fille ne pouvait pas comprendre. La mère de la fille lui a alors demandé si elle connaissait l'homme de quelque part, comme si elle l'avait vu en ville, et la fille a répondu « Oui, c'était le même homme qui lui avait donné la petite poupée blanche pendant qu'elle faisait la tournée pour Halloween. » Comme vous pouvez l'imaginer, la mère était terrifiée, et en découvrant le lien entre la poupée et cet homme effrayant, elle s'est précipitée pour informer la police. Les flics ont lancé un avis de recherche sur l'homme et presque tous les policiers de la ville le recherchaient. Mais après que personne ne l'ait aperçu, ils ont supposé qu'il s'agissait d'un vagabond qui avait quitté la ville au premier signe de problème. Aucune des mères du parc ne reconnaissait l'homme, ce qui, dans une ville de notre taille, signifiait généralement qu'il n'était pas un habitant local. Donc, quand 48 heures se sont écoulées et qu'il n'y avait eu aucun signalement de l'homme, ni par des civils, ni par les forces de l'ordre, tout le monde a simplement supposé que l'homme était parti.
Il n'a fallu que quelques jours pour qu'ils réalisent à quel point ils se trompaient. Un matin, une jeune mère est entrée dans la chambre de sa fille pour la réveiller pour l'école primaire, seulement pour découvrir qu'elle n'était pas dans son lit. Elle a cherché un peu dans la maison, puis, quand elle a réalisé que sa fille était introuvable, elle a alerté son mari, qui à son tour a appelé la police. En moins de 24 heures, presque tous les policiers de la région cherchaient cette fille disparue. Mais alors qu'une armée entière de policiers et de volontaires fouillait les champs et les bois entourant la ville, une équipe d'enquêteurs de la police nationale a effectué une fouille de la chambre de la fille, j'imagine pour voir s'ils pouvaient peut-être trouver des indices, et devinez ce qu'ils ont trouvé glissé dans la tête d'oreiller de la fille disparue. Une petite poupée blanche qui semblait avoir été cousue à partir de vieux chiffons. La police a alors tenu une conférence de presse demandant si l'enfant de quelqu'un d'autre était en possession d'une de ces petites poupées blanches. Seul un couple de parents s'est manifesté, disant que leur petite fille était également rentrée de la tournée de Halloween avec une petite poupée blanche dans son sac de bonbons. Et cette petite fille se trouvait être la meilleure amie de ma mère. Je parie que vous pensiez que j'allais dire que cette petite fille était ma mère, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous blâmer, moi aussi, quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois de sa part. Mais même ainsi, elle était à moitié traumatisée par toute cette affaire, parce que non seulement son amie et ses parents ont presque eu une dépression nerveuse par peur, mais ils ont aussi fini par déménager de la ville parce que leur enfant ne pouvait plus s'y sentir en sécurité. Maman a dit qu'elle et tous les enfants à l'école étaient convaincus que l'homme reviendrait au milieu de la nuit et l'enlèverait de son lit exactement comme il l'avait fait avec cette fille disparue, qui, soit dit en passant, n'a jamais été retrouvée. Aucun cadavre ou reste n'est jamais apparu nulle part. Il n'y a eu aucun témoignage crédible la signalant, malgré tous les appels au public, et ils n'ont même pas trouvé d'articles vestimentaires ou autres. C'était comme si cette petite fille avait simplement disparu de la surface de la Terre. Et cela n'a fait que donner crédit à la théorie propagée par les enfants locaux selon laquelle le ravisseur d'enfants avait été une sorte de croque-mitaine qui ciblait les enfants avec de petites poupées blanches à Halloween avant de les dévorer vivants les nuits suivantes. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce n'était pas non plus comme si les adultes pouvaient te dire toute la vérité à leurs enfants. Tout ce qu'ils pouvaient te dire, c'est que la fille était perdue et que tout le monde espérait qu'elle rentrerait un jour saine et sauve. Mais personne n'y croyait vraiment. En fait, une mort rapide aurait été l'une des options les plus miséricordieuses disponibles compte tenu des circonstances d'un homme adulte enlevant une petite fille de son lit la nuit. Je veux dire, encore une fois, il est peu probable que le type se soit faufilé à l'intérieur et ait arraché l'enfant, hurlant et se débattant de son lit. Les poupées étaient là pour gagner la confiance de l'enfant afin que, le moment venu, il vienne tranquillement, pas bruyamment. Et tranquillement elle est partie, car, comme je l'ai dit, personne n'a trouvé de traces de cette fille ou de son ravisseur. Elle a été déclarée légalement morte à peu près au moment où j'ai terminé mes études universitaires. La ville a continué, mais personne n'a oublié, surtout ceux qui étaient proches de toute cette affaire, ce qui expliquait pourquoi ma mère a été si effrayée quand elle a vidé mon sac de bonbons sur la table et a vu une petite poupée blanche cousue de vieux chiffons parmi les barres de chocolat et les emballages de bonbons. Comme vous pouvez l'imaginer, elle aussi s'est précipitée pour appeler la police. Après que les flics aient récupéré la petite poupée blanche, toute la ville s'est pratiquement mise en état de siège pendant qu'ils recherchaient la personne qui aurait pu la placer dans mon sac. Aucun enfant n'était autorisé à aller nulle part seul pendant des jours, et quand l'agitation s'est calmée, les policiers ont dit qu'il s'agissait probablement d'un imitateur cherchant simplement à effrayer les gens. Ils ont supposé qu'il s'agissait probablement d'un adolescent qui avait entendu l'histoire des petites poupées blanches, ainsi que celle de la fille qui avait disparu quelques jours après leur distribution. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient sérieusement compléter le processus d'imitation et essayer d'enlever des enfants qui avaient reçu des poupées. Je n'étais pas le seul, mais étant donné le poids de la présence policière dans les rues le 1er novembre, il y avait de fortes chances que ce soit cela, et cela seul,
qui ait dissuadé l'imitateur de passer à l'acte. Je n'ai pas entendu toute l'histoire avant de nombreuses années plus tard, et bien que mon père pensait que toute l'affaire était stupide et qu'il ne s'agissait que d'enfants étant des enfants, cela a eu un effet assez lourd sur ma mère. Je suppose parce que cela a ramené tous ses mauvais souvenirs de son enfance. Je crois moi aussi que c'était un imitateur, c'est-à-dire quelqu'un qui jouait simplement une farce stupide parce que personne n'a jamais essayé d'enlever aucun de nous, les enfants qui avaient reçu les poupées, même des années plus tard. Mais parfois, je me demande à quel point c'était vraiment une farce. Si toute la ville n'avait pas pris les poupées au sérieux, ou si le type n'avait pas choisi mon sac de bonbons pour y déposer une poupée, de sorte que ma mère ne l'a pas vue, les choses se seraient-elles déroulées de la même façon? Ou un autre enfant aurait-il disparu au milieu de la nuit, enlevé par l'homme qui fabriquait les petites poupées blanches? Allez, Solène, dépêche-toi. Je vais être trempé si je reste dehors. Même avec la menace d'être trempé par une pluie glaciale, je ne voulais pas sortir de la voiture. Je ne voulais même pas sortir ce soir. Mes projets étaient de jouer à Baldur's Gate 3 et ne rien faire d'autre, absolument. Mais Pauline, Dieu la bénisse, n'acceptait pas mes plans et m'a juste fait ses yeux de chien battu. Je ne peux pas dire non à ma meilleure amie, même si ce que nous faisions était, à mon humble avis, complètement idiot. Ne vous méprenez pas, j'adore Pauline. Je la connais depuis que nous étions bébés. Une amitié littéralement depuis toujours. Mais là où je me concentrais sur ce que je pouvais voir, toucher et vérifier comme réel, elle avait, disons, une autre approche. Quand nous avions 13 ans, elle a fièrement annoncé qu'elle était désormais Wicca et pouvait communiquer avec la déesse et le dieu cornu. Elle a abandonné le Wicca après environ 3 mois, mais d'autres choses sont venues et reparties pendant cette période aussi. Guérison par cristaux, pendules, sorts, sorcellerie non liée au Wicca, médium et bien sûr, carte de tarot. Elle était de retour sur le train du tarot ce mois-ci. Ça ne me dérange pas vraiment. C'était ce qui la rendait heureuse. Je pensais que c'était des conneries, mais elle n'avait jamais fait quelque chose qui serait nuisible, comme utiliser de l'améthyste pour guérir un cancer ou je ne sais quoi. En retour, elle ne m'a jamais poussé à croire aux métaphysiques. Jamais poussé, mais elle m'invitait parfois à l'accompagner pour parler avec des médiums. On suit les plans de ses amis qui ne semblent pas très amusants juste pour passer du temps avec eux, et j'avais passé beaucoup de temps dans mon appartement récemment, alors j'ai accepté ce plan. Maintenant, devant la maison, j'avais des doutes. Ce n'est pas comme si la maison avait une ambiance effrayante. Elle était un peu ancienne, mais en bon état. Elle était cependant au milieu de nulle part. Le voisin le plus proche était une ferme probablement à 1 kilomètre, et il n'y avait rien d'autre ici que des champs de maïs et de petites parcelles de bois. Solène, dois-je te traîner hors de là? Je gèle. Plus de délai. J'ai pris une profonde inspiration et suis sorti de la voiture, regrettant immédiatement ma décision de ne pas apporter de manteau. Pauline avait apporté son imperméable rose et rouge odieusement criard qui, d'une façon ou d'une autre, existait en taille adulte. Mais partout où le manteau ne protégeait pas, elle était trempée. « Viens !» Elle a passé son bras sous le mien et m'a traîné jusqu'au portail d'entrée. Elle l'a rapidement ouvert avant de poser un doigt sur ses lèvres. « Ne fais pas trop de bruit. Nous ne voulons pas réveiller le chien. » Même dans l'obscurité presque totale, je pouvais voir que c'était bien entretenu. Un petit jardin se trouvait devant la grande fenêtre en saillie, et des fleurs entouraient le bouleau. Je pouvais voir la niche. Je n'ai vu le chien que lorsque nous étions presque à la porte. La seule raison pour laquelle je l'ai vu était parce que ses yeux se sont ouverts quand nous sommes arrivés à la porte. Sa fourrure était d'un noir de jais. Pauline a frappé doucement et nous avons attendu quelques instants avant que je ne voie quelqu'un derrière la vitre de la porte. La femme qui a ouvert était le dernier genre de personne que j'aurais pu imaginer. La plupart du temps, quand Pauline me traînait à des séances de lecture, l'hôte était plus âgé, tout en bijoux clinquants et en pestant l'encens. La femme de l'autre côté de la porte n'était pas plus âgée que nous,
portant des gants en caoutchouc jaune jusqu'au coude, un bandeau vert et un tablier en caoutchouc. Oh, j'ai perdu la notion du temps. Je suis désolé, Pauline. J'étais occupé à nettoyer. La femme a repoussé quelques mèches de cheveux noirs derrière son bandeau. Entrez. Installez-vous confortablement dans la salle de lecture, mais essayez d'être silencieuse. Maman dort, et je ne veux pas qu'elle se réveille. Oh, tu dois être son amie. Je suis Vanessa. S'il vous plaît, enlevez vos chaussures. J'ai juste nettoyé les tapis cet après-midi et je ne veux pas qu'ils soient mollement mouillés. Je suis Solène, ai-je réussi à dire avant que Vanessa ne s'éclipse. J'ai jeté un coup d'œil à Pauline, qui souriait d'une oreille à l'autre, et j'ai enfin compris pourquoi elle avait insisté pour que je rencontre sa nouvelle tireuse de cartes de tarot. Sérieusement, elle est ton type ? Pauline a gloussé en enlevant ses chaussures. Je veux dire, je ne sais pas si elle est gaie, mais elle a les cheveux noirs, elle est super soignée, elle... Ne commence pas, Pauline, ai-je menacé en délaçant mes bottes. Sérieusement, ne commence pas ? Je venais de terminer une relation. Je n'étais pas pressé de me lancer dans une autre, même si Pauline l'était. Pauline m'a tiré la langue, puis m'a fait signe d'entrer dans une autre pièce. C'était un peu plus ce à quoi je m'attendais. Des canapés confortables, une table basse avec un jeu de cartes de tarot étalé dessus, des statues de divers dieux et déesses sur les étagères, ainsi que des boules de cristal et de longs rideaux diaphanes suspendus aux portes. Le chat était un changement bienvenu, cependant, un Maine Coon bicolore qui se prélassait dans un lit moelleux. Pauline s'est affalée sur l'un des canapés et je me suis assise à côté d'elle. Le chat semblait peu impressionné par notre intrusion et a juste bâillé avant de se rendormir. Vanessa nous a rejointes quelques minutes plus tard, gants et tabliers en caoutchouc abandonnés, portant une théière. Merci d'être patiente. Je me suis juste mise dans une humeur de nettoyage et avant que je m'en rende compte, vous étiez à la porte. Elle a ri doucement avant de prendre le canapé en face de nous. Voulez-vous que j'utilise ton jeu préféré, Pauline ? Et quel jeu préféreriez-vous que j'utilise pour vous, Solène ? Avant que Pauline ne puisse répondre, j'ai lâché « Je suis juste ici pour tenir compagnie. Je ne crois pas au tarot. » Pauline semblait horrifiée par ma franchise, mais Vanessa a juste doucement gloussé en versant 3 tasses de thé. Oh, je suis désolé d'avoir supposé. C'est parfaitement bien. Les cartes ne fonctionnent pas vraiment pour les gens qui n'ont pas un peu de foi en elles. À part ça, c'est juste pour s'amuser. Vous pouvez caresser Oreo pendant que je fais la lecture pour Pauline. Pendant ce temps, Vanessa a mélangé un jeu de cartes et a commencé la lecture. Il n'y avait pas d'artifice, pas d'introduction mystique. C'était assez factuel comment Vanessa l'a fait, plus comme une amie donnant des conseils que faisant appel au pouvoir de l'univers pour résoudre vos problèmes. Je suis si contente que tu aies obtenu cette promotion au travail. Tu le méritais vraiment. Fais attention, cependant. Tout le monde n'aura pas tes meilleurs intérêts à cœur. Je sais que tu es une vraie crème, mais juste parce que ce type plus âgé dans ton département agit de manière douce et comme un mentor, mieux vaut lui donner de l'espace. Il n'est pas digne de confiance, il va juste te retenir. Non, ce n'est pas le moment de chercher un petit ami. Tu dois vraiment te concentrer sur toi-même maintenant et ta carrière. Construire une vie avec quelqu'un d'autre est beaucoup plus facile quand tu as établi une bonne fondation avec toi-même. Tu n'as que 23 ans. Il n'y a pas d'urgence. Je me suis retrouvé à me détendre sur le canapé avant de m'en rendre compte, appréciant le thé à la menthe que Vanessa nous avait versé. Pauline buvait chacun de ses mots, les yeux grands ouverts et hochant occasionnellement la tête tandis que Vanessa parlait. La lecture s'est terminée avec Vanessa tapotant l'épaule de Pauline. « Merci d'être venue ce soir. La pluie tombe encore très fort. Si vous voulez attendre qu'elle diminue un peu, je vais chercher des biscuits, si vous promettez de rester silencieuse. Pouvez-vous faire une lecture pour moi ? Je ne voulais même pas le dire, c'est juste sorti. Peut-être est-ce parce que Vanessa était mignonne, peut-être parce que son style de lecture était vraiment plus intéressant pour moi,
Mais maintenant, je voulais voir ce qu'elle avait à dire sur moi. La mâchoire de Pauline est tombée, mais Vanessa n'a que légèrement levé les sourcils. Eh bien, si vous le souhaitez. Je vais choisir le jeu, cependant, si vous êtes sûr. J'ai hoché la tête et regardé Vanessa sortir une assez grande boîte en bois de sous son canapé. À l'intérieur se trouvaient des paquets et des paquets de différentes cartes de tarot, certaines plus traditionnelles, d'autres plus amusantes et ludiques. Vanessa a passé ses doigts sur les paquets avant d'en sélectionner un qui était bleu pâle avec des images minimalistes en filigrane d'or. Pauline a doucement haleté. « Oh, je n'ai jamais vu ce jeu auparavant », a-t-elle dit. « C'est un nouveau ? Vous serez la première pour qui je l'utilise, Solène ?» Je ne sais pas pourquoi c'était si flatteur, mais ça l'était. Vanessa a mélangé le jeu, son visage exprimant une concentration totale tandis que les cartes étaient à mélanger. La première carte qu'elle a poser était un petit gars tenant un pentacle. Donc c'est définitivement censé être vous. Bien, c'est un point de départ. Y a-t-il une question particulière que vous voulez poser ? J'ai secoué la tête. Alors voyons simplement quels conseils les cartes ont pour vous aujourd'hui. La deuxième carte qu'elle a retournée, et je vous le jure, était littéralement la mort. La petite faucheuse dorée était presque mignonne dans ce style, mais j'ai éclaté de rire. « Sérieusement ?» ai-je demandé, haussant un sourcil. Vanessa n'a pas semblé offensée par mon incrédulité. Elle semblait même trouver ça drôle. Sérieusement, ce n'est pas une mauvaise chose. Malgré la superstition courante, cette carte ne parle pas de mort réelle. Il s'agit de changement. Le changement est une partie cruciale de nos vies. Si les choses ne changent pas, nous stagnons et pourrissons. Préparez-vous-y simplement, les choses finissent, mais de nouvelles choses commenceront. Elle a posé la carte et est allée en prendre une autre, mais la carte qu'elle a prise a accidentellement entraîné une autre avec elle. La seconde carte est tombée sur la table, se retournant pour être à l'envers, le valet d'épée. Oh, c'est intéressant. Vanessa a posé la carte suivante, 10 d'épée. Elle a fait une pause un moment, pinçant les lèvres, alors qu'elle considérait clairement la signification de ces deux-là. Je savais que j'étais attiré par ce jeu de cartes pour une raison, alors je vais vous demander, est-ce que la couleur bleue et l'heure 11h11 ont une signification particulière pour vous ? Avant que je puisse répondre, il y a eu un crissement de pneus et un gros fracas dehors. J'ai bondi sur mes pieds et j'allais me diriger vers la porte quand elle s'est ouverte violemment. Vanessa a visiblement tressailli et la couleur a quitté ses joues. « Oh non !» a-t-elle chuchoté avant de se lever aussi. « Vous devriez partir. Ceci ne va pas bien se terminer. » Vanessa, espèce d'idiote. La femme qui nous a rejoints était furieuse, son visage rouge cramoisi, et chaque pas était un piétinement. Vanessa a levé ses deux mains. « S'il te plaît, Béatrice, baisse le ton. Maman dort. » La ferme. Une veine pulsait maintenant sur le front de Béatrice. Je n'arrive pas à y croire. Je suis l'une de tes clientes les plus fidèles. Je t'ai amené tellement de clients, et comment me remercies-tu ? Tu fais en sorte que mon copain me quitte. Vanessa a avalé nerveusement, entrelaçant et dénouant ses doigts, à nouveau. Je ne l'ai pas fait faire quoi que ce soit, je le jure. Tu dois te taire. Si tu réveilles maman, elle va être furieuse. Oui, tu es juste jalouse que j'ai un homme et tu vas être une vieille folle à chat toute ta vie. Béatrice a ricané à Vanessa, qui s'est juste recroquevillée et semblait vouloir être littéralement n'importe où ailleurs. Béatrice a fait un pas en avant et a levé son poing, comme si elle voulait la frapper. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour arranger ça ? J'en avais plus qu'assez de cette nana. Je me suis interposé entre elle et Vanessa, levant une main. « Hé, elle ne te doit rien. Elle t'a dit de te taire, alors utilise ton unique neurone pour fermer ta gueule. » Béatrice semblait tout juste remarquer que j'étais même là, et à la façon dont elle m'a regardé, elle n'aimait clairement pas ce qu'elle voyait. Je m'attendais à moitié à ce que le prochain mot qui sorte de sa bouche soit quelque chose d'incroyablement offensant,
quand la voix la plus forte encore a résonné dans la maison. Qui fait tout ce vacarme dans ma maison? Je pensais que la source du cri devait descendre lourdement les escaliers, mais quand elle a tourné le coin, j'ai réalisé assez rapidement que c'était juste parce que cette femme était une véritable géante. Dépassant largement le mètre 90 et avec une corpulence à l'avenant, le visage ridé de la femme âgée était indéniablement majestueux, des cheveux blancs clairsemés sortant de son cuir chevelu couvert de taches de vieillesse, et une grande verrue sur l'une de ses joues creuses. L'image était complétée par le fait qu'elle portait une de ces vieilles chemises de nuit de grand-mère, fluide et blanche, avec des bleuets imprimés dessus. Vanessa a audiblement dégluti. « Maman, je suis désolée. Je faisais juste une lecture pour ces deux-là quand Béatrice est entrée en trombe. Elle partait justement. » Béatrice est sortie de son choc face à l'apparition soudaine de maman. « Je ne pars pas. Je ne pars pas jusqu'à ce que tu appelles mon copain et lui dises que ta lecture était bidon. » Maman a reniflé comme un porc et a traversé la pièce en quelques enjambées, dominant maintenant Béatrice. Elle a incliné sa tête sur le côté, et je ne pouvais m'empêcher d'être rappelé à un faucon regardant une souris. « Tu veux dire cette lecture qu'elle a donnée à ce maigrichon il y a quelques jours ? Oh non, c'était une bonne. Elle lui a dit qu'il devait larguer ton cul venimeux sur le trottoir avec le reste des ordures. » Vanessa semblait horrifiée. « Je n'ai pas dit ça !» a-t-elle crié, impuissante. Je paraphrase. Maman a souri narquoisement à Béatrice, et j'ai aperçu une dent en or dans son sourire prédateur. « Tu es une femme méchante et égoïste, qui rend tout le monde autour d'elle pire. Je ne peux penser qu'à un seul usage pour toi. » La mâchoire de Béatrice s'est abaissée de plus en plus à chacune des insultes lancées par maman. « Comment oses-tu » Les mains de maman se sont refermées autour de son cou avant que Béatrice ne puisse finir sa phrase. Je me suis figé. Je ne pouvais pas crier, fuir ou essayer d'aider à libérer Béatrice. Je suis juste resté là, tandis que les mains de maman serrèrent fort. Les yeux de Béatrice se sont écarquillés, et elle a griffé inutilement les bras de maman. La sorcière a simplement continué à sourire, narquoisement. Je ne sais pas exactement quand la femme âgée a commencé à grandir. Je me souviens de me sentir petite en sa présence, mais ce n'est que lorsque la tête de maman a frôlé le plafond que mon cerveau a rattrapé ce que je voyais. La femme âgée avait poussé de plus de 60 cm en hauteur. C'était dingue, c'était tellement dingue. Et je n'ai toujours rien fait, même pas quand j'ai vu les ongles de maman s'enfoncer dans le cou de Béatrice, chaque doigt griffu maintenant dégoulinant de sang. Je ne sais pas combien de temps elle allait étrangler Béatrice. Ça semblait durer des heures, mais les halètements et les gargouillements de Béatrice sont devenus silencieux, sa lutte est devenue plus faible et plus lente, et finalement elle s'est affaissée, son visage prenant une teinte de violet que je n'avais jamais vue chez un humain. Maman a finalement lâché Béatrice, et elle est tombée au sol avec un bruit sourd, même pas un soubresaut. Béatrice était morte. La pièce était silencieuse, comme la mort pendant que maman examinait ses griffes, de véritables griffes, pas seulement des ongles pointus, les essuyant sur sa chemise de nuit. Ses petits yeux noirs se sont tournés vers moi. Je devais être la prochaine. J'étais fichu. Eh bien, le corps va être gaspillé si nous restons plantés là. Il est temps de se mettre au travail. Pauline s'était également figée, mais cette phrase est ce qui a relancé ses instincts. Elle a crié et s'est enfuie. Malheureusement, son chemin l'a menée juste à côté de maman. Et dans un flou de mouvement, la géante hideuse avait frappé Pauline assez fort pour l'envoyer s'étaler sur le sol. « Vanessa, ma chérie, mets cette poule mouillée dans la pièce du fond. »« Hein ? Quoi ? » ?»« Non. Ne boude pas. Je ne vais pas la tuer aussi. Enferme-la juste jusqu'à ce que je décide à quoi elle peut servir. » « Eh bien, ne reste pas planté là, l'autre fille. Prends le cadavre et traîne-le dans la cuisine. » Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle disait, encore moins ce que j'ai fait ensuite. J'ai fait exactement ce qu'on m'a dit de faire. J'ai passé mes bras sous les aisselles du cadavre et les traîné,
suivant la vieille qui gloussait. En quittant la salle de lecture, j'ai entendu Pauline demander ce que nous faisions, que nous devions sortir de là, que nous devions appeler les flics, mais j'ai laissé sa voix se fondre dans le bruit blanc dans mon crâne. La cuisine n'avait rien d'extraordinaire, à part l'énorme bloc de boucher qui était contre le mur droit. Maman a fait signe vers le bloc. « Monte-la là-haut. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Ce fut une lutte pour soulever le corps entièrement du sol, mais avec un peu de poussée et un bruit sourd, le cadavre de Béatrice était maintenant allongé sur le bloc de boucher. Maman m'a longuement regardé de haut en bas avant de sourire fièrement. « Bonne fille. Comment t'appelles-tu » ? Solène. J'ai fait un pas nerveux en arrière. « Qu'allez-vous faire d'elle ? À ton avis » Maman a encore reniflé. « Te faire une vraie lecture, voilà ce que je vais faire. Oh, ces cartes sont des gadgets mignons et ma chère Vanessa peut les utiliser aussi efficacement que possible. Mais elle doit grandir. Les cartes de tarot sont un jeu d'enfant. L'anthropomancie, voilà comment on obtient une vraie connaissance des choses inconnues. Selon les résultats, je pourrais essayer un peu d'ostéomancie. Eh bien, nous verrons. » Ces mots ne signifiaient absolument rien pour moi. Même quand maman a déchiré le débardeur bleu vif de Béatrice et a pris un grand couteau sur un rack, je n'ai pas compris. Pas jusqu'à ce qu'elle plonge ce couteau dans le ventre de Béatrice et l'ouvre, ses entrailles se libérant, tombant au sol avec un éclaboussement écœurant. J'ai regardé avec horreur tandis que maman les fixait, murmurant doucement à elle-même alors qu'elle voyait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. La pièce était silencieuse, sauf pour le bruit de plus d'intestins de Béatrice glissant dehors. Finalement, maman a grogné avant de claquer le corps popole sur la dalle. « Nous sommes très semblables, toi et moi », a-t-elle dit si catégoriquement que j'ai failli éclater de rire. C'était tellement absurde à quel point elle était calme maintenant comparée à sa rage ardente quand elle avait été réveillée. « Tu ne prends pas la parole des autres pour argent comptant. Tu as besoin de preuves. Pas de foi aveugle pour toi, j'aime ça. » J'ai avalé et essayé d'éviter de respirer par le nez. L'odeur du sang allait me submerger. « Vous aimez ça ?» ai-je répété. « Putain, oui. » Maintenant, maman a pris une lame différente et, avec la finesse d'un boucher, a commencé à découper Béatrice. Des tranches de viande ont été mises de côté, tandis que certains morceaux de choix ont été littéralement jetés à travers la pièce dans une marmite ouverte. La lecture était claire. Je ne devrais pas te laisser partir. Mon cœur s'est presque arrêté de peur quand maman a levé les yeux. Elle était maintenant éclaboussée de sang, ce qui, associé à sa chemise de nuit de grand-mère, la rendait encore plus terrifiante. Elle a rejeté sa tête en arrière et a éclaté de rire. « Pas comme ça, ma fille. Oh, tu as trop de potentiel pour juste servir de dîner, » a-t-elle ricané, puis a procédé à casser les côtes de Béatrice à main nue, les écartant comme si elles étaient des brindilles. Elle a soulevé le cœur de Béatrice, le tenant fièrement. Oui, ce potentiel. Les lectures sont claires. D'une manière ou d'une autre, je me suis forcé à la regarder. Certaines personnes pensent qu'il faut avoir la tête dans les nuages pour faire fonctionner la magie, a-t-elle poursuivi, ses yeux noirs brillants. Mais ce n'est pas vrai. Tu dois être ancré, tu dois être calme. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis l'une de ces choses ? Ai-je lâché ? Maman a souri, ses yeux se rétrécissant comme si elle lisait mon âme. Tu ne t'enfuis pas, n'est-ce pas ? Tu as aidé à porter ce cadavre à la table et tu es resté pour ta lecture, n'est-ce pas ? Oh, ma fille, tu es quelque chose de spécial. Maman a rejeté son poing en arrière et a jeté le cœur dans la marmite où il a atterri avec un bruit humide. Mais le couvercle. Nous allons dîner tard ce soir, a-t-elle ordonné. Je devais arrêter ça. Je devais sortir maintenant. Il y avait d'autres couteaux à portée de main. Je pouvais en saisir un, me défendre, peut-être même libérer Pauline et nous faire sortir toutes les deux d'ici. Mais au lieu de cela,
J'ai traversé la pièce et, faisant de mon mieux pour ne pas regarder dans la marmite, j'ai posé le couvercle. Au moment où je l'ai fait, la cuisinière s'est allumée, de petites flammes vacillant sous la marmite. Ne traîne pas, fille paresseuse. Apporte la marmite à table. Il est déjà passé 11 heures. Passé 11 heures? Impossible. Nous n'étions pas venus si tard dans la soirée, n'est-ce pas? J'ai levé les yeux vers l'horloge pour confirmer que maman ne me menait pas en bateau, et en effet, il était presque minuit. Vanessa est finalement réapparue, berçant une bouteille de vin. Elle m'a regardé, son expression adoucie, avec juste une trace d'amusement sombre. « Tu aimes le vin rouge ?» a-t-elle demandé doucement. « Je préfère la vodka », ai-je admis, soulevant la marmite avec des mains tremblantes. Elle a souri un peu, un sourire avec juste un soupçon de cette même étrangeté sombre que sa mère possédait. « Oh, tu vas t'intégrer parfaitement ici, Solène. » La table mise, maman a servi nos portions du rôti et a fait passer des petits pains. J'ai regardé mon assiette. La viande ne sentait pas tout à fait comme du bœuf, mais elle sentait délicieusement bon. Ma bouche salivait, et cela me dégoûtait encore plus. Quand on partage un repas, on établit une relation, a expliqué maman, sa voix plus douce mais toujours autoritaire. Nous commençons quelque chose de beau ici, Solène. Le contrôle de ton avenir. Est-ce que je voulais ça? Est-ce que je voulais plonger plus profondément dans ce terrier de lapin? Est-ce que je voulais avoir le contrôle sur ma vie? Je n'étais pas sûr de ce que je voulais, mais je savais que j'étais sur le point de faire un choix qui changerait tout. J'ai pris mon couteau et ma fourchette, coupant un petit morceau de viande. Je l'ai porté à mes lèvres, hésité, puis, dans un moment d'abandon, ou peut-être de pouvoir, j'ai pris une bouchée. Le goût était étonnamment bon, tendre, riche, comme le rôti le plus parfaitement cuit que j'ai jamais eu. J'ai avalé, sentant sa chaleur se répandre dans ma poitrine, puis j'ai senti mon estomac se tordre à la pensée de ce que, ou qui, j'étais en train de manger. Mais je me suis forcé à rester calme, cachant la vague de nausée qui montait en moi. Les yeux de maman brillaient de satisfaction tandis qu'elle me regardait. « Oui, il y a quelque chose de spécial en toi », a-t-elle dit doucement, se penchant plus près. « Je vois beaucoup de moi-même en toi. » Ma prise sur le couteau s'est resserrée, mais je ne me suis pas écarté. J'étais figé, oscillant entre la peur et la fascination, entre qui j'avais été et qui je pourrais devenir. À ce moment-là, un bruit faible est venu du couloir, un cri étouffé, léger. Pauline. Je l'avais presque oubliée, enfermée dans la pièce du fond, m'attendant. J'ai avalé, sentant mon cœur marteler dans ma poitrine. C'était un test. Maman voulait voir ce que je ferais, si je m'engagerais pleinement dans cette nouvelle vie ou si j'essaierais encore de sauver mon ami. Maman a suivi mon regard, son sourire narquois s'élargissant. « Eh bien, tu as mangé. Le choix t'appartient maintenant, Solène. Es-tu prête à devenir l'une des nôtres, ou vas-tu retourner en courant vers le monde que tu connais, en menant ta petite amie avec toi ?» Je me suis levé lentement, posant le couteau sur la table. Mon esprit tourbillonnait de questions, de peur, et d'un étrange sentiment d'exaltation. J'avais un choix, enfin, et ma vie était en jeu. J'ai pris une profonde respiration, regardant entre maman et Vanessa. Mon regard s'est porté vers le couloir où Pauline était enfermée. Je pouvais sentir maman qui m'observait, attendant ma décision. « Vas-y, ma fille », m'a-t-elle encouragée avec une légère inclinaison de la tête. « Tu sais ce qu'il faut faire. » Le choix était juste devant moi. Je pouvais partir, laisser Pauline et toute cette horreur derrière moi, retourner à ma vie ordinaire. Ou je pouvais entrer dans un monde que je comprenais à peine. Un monde de pouvoirs étranges et de connaissances terrifiantes où je pourrais enfin prendre le contrôle. Lentement, j'ai repoussé ma chaise. Vanessa m'a regardé avec une lueur d'inquiétude dans les yeux, mais elle n'a pas dit un mot. Je me suis dirigé vers la porte de la pièce du fond,
et maman ne m'a pas arrêté. Elle a simplement observé, un sourire amusé dansant sur ses lèvres, comme si elle savait exactement ce que j'allais faire. J'ai atteint la porte et tourné la poignée. À l'intérieur, Pauline était assise sur le sol, son visage pâle et strié de larmes, ses yeux écarquillés de peur. « Solène » a-t-elle chuchoté, le soulagement inondant sa voix. Elle a bondi, se dirigeant vers moi. J'ai hésité. Je pouvais sentir le poids du regard de maman derrière moi, me mettant au défi de m'éloigner, de résister. Mais au lieu de cela, j'ai tendu la main à Pauline et l'ai attirée près de moi, chuchotant « Suis mes instructions. Ne fais pas de bruit. » Elle a hoché la tête, s'accrochant à mon bras, tandis que nous descendions le couloir, retournant dans la salle à manger faiblement éclairée. Le sourire narquois de maman s'est élargi, et Vanessa nous a observés avec un léger froncement de sourcils, comme si elle assemblait les pièces de ma décision. J'ai attiré Pauline vers le siège à côté du mien, l'asseyant sans un mot. Le sourcil de maman s'est arqué, une lueur de surprise traversant son visage. « Eh bien, je ne m'attendais pas à ça », a-t-elle dit, se penchant en arrière dans sa chaise, les yeux brillants. « Il semble que tu aies plus de cran que je ne le pensais ?» J'ai pris une respiration régulière. « Je suis là », ai-je dit, ma voix étonnamment ferme. Je reste. Et elle aussi. Maman m'a fixé pendant un long moment intense, puis elle a ri. Un rire profond et rauque qui a résonné dans toute la maison. Tu as du cran, Solène. J'aime ça. Bien. Vous restez toutes les deux. Mais sachez ceci, vous êtes dedans maintenant. Il n'y a pas de retour en arrière. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange sentiment de soulagement, et peut-être même de fierté. J'avais fait un choix. Et ce faisant, j'avais tracé une nouvelle voie pour moi-même et, d'une certaine manière, pour Pauline aussi. Je ne savais pas ce qui nous attendait, mais je savais que ce serait sombre, tordu et puissant. Maman a levé son verre, son sourire mauvais et connaisseur. « Au nouveau commencement », a-t-elle dit. J'ai pris mon verre, soutenant son regard. « Au nouveau commencement ». Et tandis que je trinquais avec la femme qui m'avait montré un côté de moi-même que je ne connaissais pas, j'ai ressenti un frisson à la fois d'effroi et d'exaltation. J'entrais dans un monde dont je ne reviendrai jamais, emmenant Pauline avec moi, et nous le savions toutes les deux. La nuit ne faisait que commencer.